Qui peut déterminer ce qui est pratique et ce qui ne l'est pas, quels besoins sont réels et lesquels sont artificiels? On ne peut pas non plus se contenter de dire que tous les besoins sont idéologiques. De quel droit Baudrillard nous reproche-t-il d'être naïfs de penser que nous avons besoin d'essuie-glace à vitesse variable? En lisant La Société de consommation, son livre, il est difficile de ne pas l'imaginer en complet noir fripé, en train de griller une gauloise à la terrasse des Deux Magots, jetant un regard réprobateur sur la circulation, se plaignant des Américains et de leurs futiles essuie-glaces. La naïveté, semble-t-il, réside plutôt chez ceux qui acceptent cette critique de la société de consommation. Chaque fois qu'on examine la liste des biens de consommation dont les gens n'ont pas vraiment besoin, selon le critique, on voit invariablement une liste de produits de consommation dont les intellectuels d'âge moyen n'ont pas besoin. Bière Budweiser, non. Scotch Single Malt, oui. Film hollywoodien, non. Art Performance, oui. Chrysler, non. Volvo, oui. Hamburger, non. Risotto, oui, et ainsi de suite. De plus, les intellectuels ont un préjugé naturel contre les biens de consommation en général, précisément parce que ces gens ont tendance à être plus touchés et stimulés par les idées que par les objets. La consommation, autrement dit, semble toujours être une critique de ce que les autres achètent. Il est donc difficile d'éviter l'impression que la prétendue critique de la consommation n'est que du snobisme à peine déguisé, ou pis, du puritanisme. Il importe de se rappeler qu'il y a toujours eu un très puissant courant anti-consommation dans la tradition chrétienne, à commencer par Jésus lui-même, qui prononça ces paroles célèbres. « Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est parce que les riches sont autosuffisants en termes de besoins matériels et que le monde matériel est traditionnellement considéré comme un univers de corruption et de péché. Le véritable chrétien doit avoir des visées plus élevées et se concentrer sur la recherche du bonheur dans le spirituel. À l'évidence, si la critique de la société de consommation n'avait été qu'une ressucée, elle n'aurait jamais acquis autant de crédibilité auprès de la gauche radicale. Ce qui a rendu la théorie plus attrayante pour bien des gens fut un argument tiré de l'œuvre de Marx, qui eut beaucoup d'influence durant les années 1960. On le voit très clairement chez Baudrillard. Selon Marx, le capitalisme connaît des crises périodiques de surproduction. En gérant son affaire, le propriétaire d'usine cherche constamment à réduire ses coûts de production. Il le fait en introduisant des techniques de production en série. Il augmente donc la quantité des biens produits et se procure des machines pour remplacer la main-d'œuvre, ce qui lui permet de congédier des travailleurs et de faire baisser les salaires. L'observation apparemment plausible de Marx est que ces deux stratégies sont contradictoires. La production de masse accroît l'offre de biens, mais elle réduit aussi le revenu des travailleurs, ce qui mène à une insuffisance de la demande. Au bout du compte, le capitaliste se retrouve avec une montagne de marchandises invendues parce qu'il a privé la classe ouvrière du revenu nécessaire pour les acheter. Résultat, crise de surproduction généralisée. Marx croyait que cette tendance à la surproduction était responsable du cycle économique. L'économie générait de plus en plus de marchandises qui s'accumulaient jusqu'à ce qu'il y en ait trop. À ce stade, les profits s'effondraient, toute l'activité économique ralentissait, la récession s'installait et la richesse excédentaire était éliminée. Cela faisait redémarrer le système de sorte qu'un nouveau cycle de production pouvait commencer. Ainsi, écrit Baudrillard, le capital confronté à ces contradictions, surproduction, baisse tendancielle du taux de profit, a d'abord tenté de les surmonter en relançant l'accumulation sur la base de la destruction massive, du déficit et de la banqueroute, donc en évitant une redistribution des richesses qui eût remis en cause les rapports de production et les structures de pouvoir. Mais après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pays occidentaux connurent 2 décennies de croissance quasi ininterrompue. Les crises économiques que Marx avait diagnostiquées semblent avoir été au moins maîtrisées. Cela mettait les marxistes au défi de fournir une explication. Après tout, la production de masse et la mécanisation s'étaient accélérées au cours des années 1950. Le capitalisme semblait surproduire plus que jamais. Alors, comment expliquer l'atténuation du cycle conjoncturel ? Une réponse qui gagna en popularité durant les années 1960 était que la publicité avait été créée afin de résoudre la crise de la surproduction. La solution à la contradiction du capitalisme, soutient Baudrillard, est de transformer le travailleur en consommateur. La façon d'écouler ce surplus de marchandises, c'est d'inciter les travailleurs à en vouloir toujours plus. Les convaincre qu'ils ne peuvent absolument pas se passer d'une nouvelle voiture ou d'une jolie maison de banlieue. Le capitalisme inculque ainsi ce que Baudrillard décrit comme une contrainte de besoin, contrainte de consommation. Le système industriel, ayant socialisé les masses comme force de travail, devait aller plus loin pour s'accomplir et les socialiser, c'est-à-dire les contrôler, comme des forces de consommation. Cette forme de désir obligé est initialement inculquée par la récupération. Mais la violence inhérente au système pourrait bien se révéler à l'occasion. On peut imaginer que des lois la sanctionnent un jour, obligation de changer de voiture tous les 2 ans par exemple. Il y a un petit hic. Parce que c'est la production de masse qui crée le surplus de biens, les désirs à inculquer aux travailleurs ne peuvent être individuels ou singuliers. Les biens produits sont tous parfaitement homogènes,
de sorte que les désirs créés doivent l'être aussi. Comme l'affirme Stuart Evan dans Captains of Consciousness, le contrôle des masses exigeait que les gens, comme le monde qu'ils habitaient, revêtent un caractère mécanique, prévisible et sans aucune aspiration à l'autodétermination. À mesure que la machinerie industrielle produisait des biens standardisés, la psychologie de la consommation tentait de former l'idée d'une masse pratiquement identique dans toutes ses caractéristiques mentales et sociales. La société de consommation doit par conséquent être un système de conformisme rigide. Elle ne peut tolérer aucun écart par rapport à la norme, car les besoins artificiels qu'on inculque à la population sont nécessaires pour écouler le surplus de marchandises généré par la production de masse. Ainsi, la société de consommation émerge de ce qu'il appelle la massification de la consommation humaine pour satisfaire aux exigences de la machinerie de production. C'est ici que se révèle la logique totalitaire du système, parce que les besoins de consommation sont dictés par les exigences fonctionnelles du système de production. Le système ne peut que produire et reproduire les individus en tant qu'éléments du système. Il ne peut y avoir d'exception. Voilà le point de contact entre la critique de la société de consommation et la théorie de la rébellion contre-culturelle. Selon ce point de vue, le système ne peut tolérer les exceptions, que ce soit à l'usine ou au supermarché. Il requiert un système absolument uniforme de besoins fonctionnellement imposés afin d'absorber le surplus de marchandises engendré par la production de masse. On en vient donc à considérer des gestes de consommation non standards comme étant politiquement radicaux. De la même façon que l'ouvrier peut perturber toute la chaîne de montage en refusant d'exécuter le travail assigné, le consommateur peut lui aussi perturber le système en refusant d'acheter où on lui a dit de le faire. Nous assistons ici à la naissance du consommateur rebelle. C'est une jolie théorie, que bien des gens intelligents ont trouvée convaincante. Il n'y a qu'un problème, elle est fondée sur un sophisme économique élémentaire. La surproduction généralisée n'existe pas et n'a jamais existé. Aucun économiste moderne, de gauche ou de droite, n'appuie la prétention de Marx selon laquelle le capitalisme est sujet à des crises de surproduction. Malheureusement, quelqu'un a oublié d'en informer les critiques de la société de consommation, de sorte que des théories comme celles de Baudrillard et d'Even continuent à circuler et à être prises au sérieux, même si elles sont établies sur l'équivalent intellectuel d'un mythe urbain. L'ennui avec la théorie de Marx, c'est qu'elle ne tient pas compte du fait qu'une économie de marché est essentiellement un système d'échange. Même si nous vendons des biens pour de l'argent lui-même n'est pas consommé. Nous l'utilisons pour acheter d'autres biens à d'autres personnes. Ainsi, l'offre de biens constitue la demande d'autres biens. L'offre totale et la demande totale correspondent toujours à la même somme, tout simplement parce qu'elles sont une seule et même chose, envisagées de deux points de vue différents. Ainsi, même s'il peut y avoir un surplus d'un bien particulier par rapport à d'autres, il ne peut pas y avoir de surplus de biens en général. Cette relation est non seulement obscurcie, mais aussi compliquée par le fait que l'argent sert de médiateur dans nos échanges. Pour simplifier les choses, commençons donc par faire abstraction de l'argent et imaginons une économie fondée uniquement sur le troc. Dans une telle économie, l'offre totale est toujours identique à la demande totale parce que les biens sont toujours échangés contre d'autres biens. Supposons que je décide de fabriquer des chaussures. Chaque paire que je produis accroît l'offre globale de marchandises dans l'économie. Mais je n'envisage évidemment pas de les donner. Si je veux maintenir ma fabrique de chaussures, je dois échanger le produit fini contre de la nourriture, un abri, des vêtements et toutes les autres nécessités de la vie. Ainsi, lorsque je me rends au marché pour vendre mes chaussures, j'augmente non seulement l'offre de biens, mais aussi d'exactement la même quantité la demande d'autres biens. Ce rapport n'est pas causal, mais conceptuel. La raison pour laquelle l'augmentation de l'offre d'un bien accroît la demande d'autres biens, c'est que l'offre du premier bien est la demande pour d'autres biens. Les biens sont troqués contre d'autres biens. Bien sûr, l'augmentation exacte de l'offre et de la demande créée par les chaussures que je vends dépendra du degré de désir que les autres éprouvent pour mes chaussures et, par conséquent, de la quantité de biens auxquels ils sont prêts à renoncer pour les acquérir. C'est ce qui détermine le prix des chaussures. Si la demande n'est pas suffisante, le prix baissera. Si l'offre n'est pas suffisante, le prix montera. Voilà pourquoi nous parlons de surproduction ou de sous-production locale. Cependant, du fait que l'offre et la demande totale des biens doivent être identiques, il est illogique de parler de surproduction ou de sous-production globale. Il peut y avoir trop de chaussures, mais il ne peut y avoir trop de biens. Cela explique pourquoi les économistes peuvent utiliser deux méthodes pour calculer le PIB d'un pays. Ils peuvent additionner la valeur totale des biens et des services vendus dans l'économie, ou additionner le revenu total gagné. Les deux sommes doivent être identiques, car la dépense d'une personne est le revenu de l'autre. C'est aussi pourquoi, par exemple, l'immigration ne crée pas de chômage. Le nouvel immigrant veut travailler, ce qui crée une demande exactement égale pour d'autres biens dans l'économie. Donc, même si l'immigration peut créer une offre excédentaire pour un type particulier de main-d'œuvre, elle ne peut pas produire trop de main-d'œuvre en général.
Examinons, sous cet éclairage, l'argument marxien selon lequel les capitalistes, en réduisant les salaires, se privent de marché pour leurs propres produits. Cela est peut-être vrai de certains capitalistes, certainement pas de l'ensemble. Supposons qu'un capitaliste fabrique du pain. Il acquiert un nouveau mélangeur automatisé qui lui permet de mettre à pied des employés et de réduire sa masse salariale de 1 000 $ par semaine. Naturellement, comme ses ouvriers mangent du pain, cette réduction des salaires réduit la demande de son propre produit. Est-ce le début d'une spirale infernale ? Le capitaliste est-il pris dans une contradiction, comme l'indiquait Marx ? Pas du tout. Les 1 000 $ retranchés de la masse salariale ne disparaissent pas. Ils sont vraisemblablement perçus par le capitaliste sous forme de profit. Que fait-il de cet argent ? Il le dépense ou il l'épargne. Même si la compression des salaires réduit la demande de pain, quand le capitaliste dépense l'argent gagné, il accroît la demande pour d'autres produits créés par d'autres entreprises. Ainsi, la réduction de la masse salariale ne prive pas l'économie dans son ensemble de 1 000 $ de demande. Elle la transfère tout simplement d'un secteur à un autre, c'est-à-dire des biens que les travailleurs ont tendance à acheter ou biens que les capitalistes aiment acheter. La situation ne change pas beaucoup si le capitaliste décide d'économiser cet argent. Les banques prennent l'argent déposé et le prêtent, soit à des investisseurs qui le dépensent en biens d'équipement, soit à d'autres consommateurs qui se contentent de le dépenser. D'une façon ou d'une autre, la demande totale de biens demeure inchangée par les réductions salariales. Elle passe seulement d'un secteur à un autre. L'histoire serait exactement la même si, au lieu de réduire la masse salariale de 1 000 $, le capitaliste adoptait une nouvelle technologie de production en série lui permettant de produire pour 1 000 $ de pain supplémentaire sans changer ses autres coûts. Cela ne crée pas de déséquilibre dans l'économie, et cela ne veut certainement pas dire que le système a besoin de lessiver le cerveau des consommateurs pour les inciter à consommer davantage afin d'absorber ce pain supplémentaire. Si les gens ne veulent pas plus de pain, la nouvelle technologie ne permettra pas aux capitalistes de produire pour 1 000 $ de pain supplémentaire, mais seulement d'en produire pour 500 ou 100 ou 5 $ de plus. Dans tous les cas, il ne sert à rien de se préoccuper du sort ultime de la moindre miette de pain seulement pour s'assurer que la demande suffira à absorber cette augmentation de l'offre. Nous savons que cette demande doit exister, car les deux forment une équation comptable. Le principe économique auquel je fais référence est la loi de Say. Malheureusement, nombreux croient que la loi de Say est discréditée depuis que John Maynard Keynes l'a violemment critiquée dans les années 1930. Le point de vue de Keynes a toutefois été très mal compris. D'après Keynes, une fois qu'on introduit de l'argent dans l'économie, les choses se compliquent considérablement. L'argent n'est pas un médium purement transparent. Il peut aussi servir de réserve de valeur ou de pouvoir d'achat. Si les gens croient par exemple que les prix vont baisser, ils décideront peut-être de conserver leur liquide au lieu de le dépenser immédiatement. Résultat, si on traite l'argent comme une chose distincte de toutes les autres marchandises dans l'économie, une augmentation soudaine de la demande d'argent aura l'air d'une baisse soudaine de la demande de toutes les autres marchandises. En d'autres termes, une pointe de la demande d'argent ressemble à une offre excédentaire de tous les autres biens. C'est ce qui a amené Marx à penser, à tort, que les récessions étaient causées par la surproduction généralisée. Keynes a montré que les récessions n'étaient pas causées par un excès de biens, mais plutôt par un manque d'argent. La solution à une telle insuffisance de la demande n'était donc pas de faire naître de nouveaux besoins chez les consommateurs afin d'accroître la demande globale de biens, cela n'aurait absolument aucun effet. La solution était tout simplement de mettre plus d'argent en circulation. C'est précisément ce remède, adopté sous une forme ou une autre par les pays occidentaux après la Seconde Guerre mondiale, qui leur a permis de mieux gérer le cycle économique. La publicité n'avait rien à voir là-dedans. Malheureusement, à cause du diagnostic keynésien, il est devenu extrêmement répandu de parler de stimuler la demande durant les récessions, comme s'il y avait réellement une pénurie complète de la demande dans l'économie par rapport à l'offre. En fait, en période de récession, il n'y a en réalité qu'une baisse du volume et du nombre des échanges, combinée à une baisse de la demande pour tous les autres biens, sauf l'argent. Lorsque les politiciens encouragent les consommateurs à acheter pour soutenir l'économie, ils n'essayent pas vraiment de créer une nouvelle demande, puisque chaque augmentation de la demande correspond à une augmentation égale de l'offre. Ils ne visent qu'à remettre de l'argent en circulation. Hélas, la majorité des politiciens, pour ne rien dire du grand public, ne comprennent pas cela, ce qui crée un terreau fertile pour la théorie marxiste de la consommation. Les critiques de la société de consommation insistent pour traiter la consommation et la production comme si les deux processus étaient complètement indépendants. Le magazine Adbusters, par exemple, a attiré l'attention mondiale avec sa campagne visant à instituer une journée annuelle sans achat. Cela ne tient pas compte du fait que, d'une façon ou d'une autre, vous dépensez tout votre revenu. Si vous ne le dépensez pas, vous le placez à la banque et quelqu'un d'autre le dépense. La seule façon de réduire votre consommation consiste à réduire votre contribution à la production.
Cependant, une journée annuelle du revenu nul ne semble pas aussi rassembleuse. Un autre faux raisonnement est à l'œuvre dans les arguments de ceux qui défendent la société de consommation en disant qu'elle crée des emplois. Ils accusent ceux qui réduisent leurs dépenses de créer du chômage. Ils oublient que le simple fait de réduire vos propres dépenses ne réduira pas la demande globale de main-d'œuvre. L'argent que vous économisez est simplement dépensé par quelqu'un d'autre. La seule façon d'opérer une véritable réduction de consommation, c'est de travailler moins et de réduire votre propre revenu. Dans ce cas, vous réduisez la demande de main-d'œuvre et ainsi créez du chômage. Mais c'est de votre propre emploi qu'il s'agit, et non de celui d'un autre. L'idée que votre consommation aide les autres est purement et simplement illusoire. Donner de la nourriture à des œuvres de charité n'équivaut pas moralement à la consommer vous-même, malgré vos souhaits. Cette lecture était extraite du livre « Révolte consommée, le mythe de la contre-culture » de Joseph Heath et Andrew Potter, disponible dans la traduction française parue en 2005 aux éditions Naïve. Pour en savoir plus sur ce livre, vous pouvez lire l'article de David Lépée « Les illusions de la contre-culture » dans le numéro 56 de la revue Rébellion ou sur le site www.davidlepée.com.